C'est curieux, ça commence, il y a un panoramique, ça commence presque comme un film d'aventure. C'est le moment où la diligence va s'ébranler, mais en fait c'est un camion. Je ne sais pas comment trouver le mot pour le dire, pour dire cette allure somnambulique du camion à travers l'hiver, comme s'il dormait en marchant, qu'il est porteur du récit, de tous les cris, et qu'il ne le sait pas. Parce que c'est dans mon film qu'il est concret, le camion. C'est le contenant de l'écrit. Il n'est rien qu'un camion. Il n'est pas le symbole du meurtre, de l'agression, l'outil de l'homme, etc. Il est un camion, pur. En 1976, vous avez tourné Son nom de Venise. En 1977, Le Camion. D'une certaine façon, c'est un film très différent. Le Camion a-t-il été fait contre les autres films? Non, je ne sais pas. Non. Il a été fait dans le bonheur, d'aller de l'avant au risque de me casser la figure complètement, enfin. Vous avez pris des risques beaucoup plus grands? Mais j'avais pris déjà de tels risques avec Son nom de Venise dans Calcutta désert. Et j'ai vu quand même à quel point ça avait marché auprès par exemple, de la jeunesse, que j'ai osé faire le camion. Si vous voulez, dans ce sens-là, ça a joué. Si j'avais fait... si j'avais fait quoi? Ce que j'ai vu à la télévision avant-hier. La mort en direct, je n'aurais jamais fait le camion. Et une sorte d'assurance dans le cinéma que j'ai acquise comme ça, avec mon propre travail. Une assurance que j'avais jusque-là dans mes livres, avec mes livres, mais que je n'avais pas encore dans le cinéma. Avec le camion, je l'ai complètement. Je suis à égalité avec les livres, je veux dire, avec ma démarche lorsque j'écris. C'est un clivage aussi, le camion. Je vois l'imbécilité se départager de l'intelligence, très clairement, à partir du spectateur du camion. Je vois ces gens qui sont sortis à Cannes, de la salle du festival. Ces gens, il y en avait qui m'embrassaient, qui se jetaient sur moi et qui m'embrassaient. Il me semble que ceux qui vous ont embrassé, ils vous embrassaient d'avoir été non seulement l'auteur de India Song, Ils embrassaient le camion. mais d'être capable d'un renouvellement presque absolu avec le Revenez à camion. India Song, il faut trouver le moyen de revenir à India Song. Ah oui, ceux qui vous ont embrassé à Cannes en 77, c'était déjà des spectateurs d'India Song et qui avaient la surprise. Qui étaient déjà habitués. La surprise épatante de trouver du même auteur un film aussi qui allait peut-être encore plus loin et qui renouvelait vraiment beaucoup de choses. Oui, qui renouvelait simplement
la place de l'auteur. Oui, on pourrait parler de ça d'ailleurs. Il y a la place de la grammaire aussi. Il y a pas seulement la place de la grammaire, mais le relais grammairien de la caméra. Je dis, il parle et il aurait parlé. À quelques secondes, je me reprends, mais je dis 2 fois. Mais la place de l'auteur, effectivement, est tout à fait changée. Oui. Et je ne sais pas, est-ce que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma c'est bien possible que quelqu'un, un cinéaste, se montre... Quelqu'un a dit qu'en 1923 ou 1933, quelqu'un avait fait un film, un moyen métrage aux États-Unis. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas le titre. Ah, Maya Deren. En 1943, oui. Mais c'est pas du tout la même chose. Elle joue, elle fait l'actrice dans son film, mais elle n'assume pas son rôle d'auteur. Oui, c'est pas ça, oui. C'est la première fois qu'un auteur parle et se montre à l'image. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment... Elle fait le camion, elle seule. Oui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce coup de force? Je me suis dit pourquoi, puisque j'ai fait la mendiante dans le vice-consul. J'ai proposé une fiction à la place d'une réalité, parce que la réalité était intenable. Et la fiction jouait infiniment mieux dans le livre. Pourquoi est-ce que je ne présenterai pas le réel étant le camion véritable et la fiction étant moi en réalité? Enfin, pourquoi est-ce que je ne proposais pas l'envers des choses? C'est pas ça qui est intéressant, c'est comment ça peut fonctionner, parce que ça fonctionne. Moi-même, comme je le revois, je suis aux anges. Est-ce que vous voulez... je vais vous donner mon expérience toute fraîche. Oui. J'ai relu hier Le Camion en livre, et j'ai revu le film. Et on s'attend à ce que le film soit à la hauteur du livre, et il y a quelque chose de plus dans le film. Et ça commence dès la première image. C'est au fond l'irréductible spécificité du cinéma, peut-être. Oui, elle a été touchée, là. Est-ce que vous voulez qu'on revoie ce début? Le démarrage. Le démarrage du camion. absolu, oui. Oui. C'est un film? Ça aurait été un film. C'est un film. Oui. Voilà. Alors les gens sont dû partir vers ce moment-là. Quand je dis ça aurait été un film. Le camion. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Le camion. Ah, parce qu'ils se sont dit ça y est, elle nous enlève le film. Elle a commencé un film, elle l'a coupé. Le camion repart. Et on quitte le bord de la mer. On se trouve dans quel paysage? Indifférent. Est-ce que c'est vraiment indifférent? Ah, excusez-moi. Du moment que la mer est posée en principe. Et la solitude des lieux. Oui, c'est indifférent. Ça pourrait même se passer en Amérique. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que le paysage de Auchan, le paysage des terrains vagues, est un paysage quasi américain. On pourrait le trouver aux abords de toutes les grandes villes du Middle West. C'est la nouvelle Amérique pour la France. Tout le terrain vague est cerné par des immeubles, des gratte-ciel pratiquement. Oui, le paysage est indifférent, la région est indifférente. Ce sont des cités de transit ou des choses comme ça? Des migrations? Ça a été fait pour décongestionner Trappes, Versailles. Et en fait, il y avait déjà beaucoup de Portugais qui habitaient Plaisir. Il y avait des bidonvilles près de la gare.
que j'aimais beaucoup. Moi. Les gens y étaient très heureux. C'est dans les bois, ils faisaient de la musique le soir. On les a obligés à quitter leur bidonville et à réintégrer les immeubles, ce qu'on trouvait plus humain. On avait décidé que c'était plus humain pour eux. Alors, le fait qu'ils ont habité les bidonvilles a eu pour conséquence le départ de tous les Français. Voilà. Alors, on peut dire que cette partie-là de plaisir est devenue portugaise. On parle le portugais dans les grands magasins, dans les magasins comme celui de Auchan, de la Parisienne. Ça, vous ne l'avez pas pris au hasard, ce lieu, dans la mesure justement où... Je ne l'ai pas pris au hasard, il y a très longtemps que je voulais le filmer. Et que la vieille dame passe par là, cette femme, ça me convenait. Elle a quelque chose à voir avec ce lieu. Oui, elle voit au travers des choses. Elle dit autrefois il y avait la mer là. Et c'est vrai que ces vagues des terrains sont comme des vagues de l'océan. Elles sont lisibles à la surface de la terre encore. Partout ici, la terre se lit. On est encore en majeure partie implanté dans la terre. Mais le fait que ces cités soient des cités d'émigration portugaise, ça a quelque chose aussi à voir avec cette femme. Elle est d'une certaine façon Tout la portugaise. regarde, cette femme, de toute façon. Elle est d'une certaine façon Elle est portugaise. elle est arabe, elle est... Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais je ne crois pas qu'elle soit arabe ou portugaise. Je ne crois pas qu'elle puisse être arabe ou portugaise et avoir cette vue d'ensemble. S'émerveiller de ce qu'il y a à voir sur la terre. C'est là qu'elle aurait commencé à parler de ce qu'elle voit dehors. Elle dit que de choses à voir, tellement. On est débordé, vous ne trouvez pas? Il ne répond pas. Elle est sans nationalité. Elle a celle de la folie. Du non-sens, enfin. Dans son acception la plus archaïque, la plus simple. Il est dit... Oui, attendez, si elle pouvait justifier cette errance dans cette... comment dirais-je, cette région de terrain vague qui borde la mer, si elle pouvait la justifier, ce serait comme une sorte de coquetterie de sa folie. Elle ne justifie rien. Elle avance, comme moi. Enfin, vous demandez aussi, me demandez si c'est moi. Je n'allais pas vous le demander tout de suite. Je vais Oui. prendre quelques précautions. La description correspond à moi. Oui. Non, moi j'allais simplement vous faire remarquer qu'il est dit qu'elle ne fait rien, qu'elle n'a jamais rien fait, qu'elle sait ne pas exister, elle n'a pas d'identité. Effectivement, elle est presque rien. Oui. Elle change d'histoire. L'histoire qu'elle raconte tous les soirs n'est jamais la même. Il y a quelque chose qui le dit dans le texte. Ou bien, oui. Chaque jour, elle invente son histoire. Oui, oui, elle écrirait. Elle pourrait écrire. Elle n'en a aucun moyen, mais elle pourrait le faire. Elle se trompe. Si vous voulez, une des clés
Une des clés du livre, c'est qu'il y a une mise en accusation des gens qui disent ne rien voir, qui disent que le monde est vide, qu'il n'a rien à voir, qu'il n'y a rien à voir nulle part. Les gens désabusés. Oh, que je ne les aime pas, ceux-là. Bon, elle n'est jamais désabusée. Partout, elle est émerveillée de ce qu'il y a à voir. Vous voyez? C'est une des clés du film. De même qu'elle est très, très affolée quand on lui demande son identité, quand on lui demande ce qu'on demande à tout le monde, tout le temps, qui êtes-vous? Elle ne sait pas où elle est, donc elle ne sait pas qui elle est. Elle est embarquée nulle part, dans aucun véhicule, ni celui du langage, ni celui d'un travail quelconque, ni de celui d'une mission quelconque. Elle est déconnectée du tout de la société, mais déconnectée de telle sorte qu'elle est en relation très serrée, très essentielle avec quoi? Elle l'est, mais avec quoi? Avec l'ensemble. Avec l'ensemble. C'est ce que je nomme l'ensemble depuis beaucoup de temps, faute d'un autre mot. Quelquefois je dis Dieu maintenant, puisque le mot est là, pratique. Oh oui, mais enfin, vous avez bien dit... C'est un beau mot, court, ça change aussi. Si vous lancez Dieu sur le tapis, vous avez bien dit dans Partout. Cet entretien intitulé Duras Film, enfin Dieu, c'était quand même pas exactement quelque chose de... que vous preniez au pied de la lettre, enfin quelque chose de... Non, je parle du mot. Oui, le mot. Le mot est là, donc c'est pas par hasard. Les gens en avaient besoin pour désigner l'ensemble. Mais est-ce que vous... Quand je dis ensemble, j'esquive le mot Dieu, puisqu'il est là. Je crois qu'il faut le prendre comme ça. C'est beau ces bruits du village de loin. C'est un peu le bruit de cette route à grand trafic de trappe, la route du camion. Vous me disiez quelque chose. C'est moins bruyant. Non, je vous disais, ce que vous décrivez, cette femme qui ne fait rien, qui ne se définit pas par ce qu'elle fait, qui sait ne pas exister, qui est invisible, c'est une définition du regard, d'une sorte de regard qui porte sur le tout. Oui. C'est une définition de l'occupation du temps qui m'importe beaucoup. Je pense qu'elle occupe son temps d'une façon que j'envie. C'est peut-être mon modèle, cette femme. Ce que j'aurais préféré être. Mais avec ça, quand même, elle essaye de paraître comme tout le monde. Par exemple, elle a une valise. C'est pour mieux mentir. C'est pour mieux raconter des histoires. Je suis sûre que la valise est vide. Ou bien il y a des vieux journaux dedans. Elle s'habille de noir, comme les vieilles femmes de la province. Elle est au courant des choses. Elle connaît l'asile de fous. Même si elle n'y est pas. Elle fait du stop, elle sait bien le faire. La description physique de cette femme correspond à la mienne. Je la vois comme moi. C'est la seule fois où ça me soit arrivé dans la littérature et dans le cinéma. Je me suis vue avec cette valise. La banalité, j'ai pensé à moi. Noblesse de la banalité. La noblesse de la banalité. J'ai connu une femme comme ça. Mais il y a très longtemps, il y a au moins 20 ans. Entre Nice et Antibes. Il y a une femme qui est montée.
qui a fait du stop, une vieille femme. Et puis elle est arrivée avec nous dans une auberge et on a demandé à l'auberge, elle était très mal habillée, l'air d'être très pauvre. On a demandé à l'aubergiste à l'hôtel, de la loger, de lui donner à manger. Et à l'hôtel, on nous a dit, oh là là, on a l'habitude, elle fait le trajet tous les soirs. Et elle est ramenée par des gens qui la connaissent. Elle passe sa vie à ça. Elle faisait le trajet du village où habitaient ses filles, où elle ne se plaisait pas, jusqu'à cette auberge où elle était toujours parfaitement reçue. Et chaque soir, elle racontait une histoire. L'histoire même, puisqu'elle était journalière. Et je n'ai jamais oublié cette femme. Moi, je n'y ai pas pensé tout de suite. C'est après coup que je me suis dit, tiens, mais c'est une chose que j'ai déjà rencontrée. Elle me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme qui est montée? Elle dit que le monde aille à sa perte. C'est la seule politique. Que le monde aille à sa perte. C'est la seule politique. C'est ça. Quand on dit ça, on n'a plus de colère, on est au-delà de la colère. C'est le mot de la bonté. Le monde est perdu. Ça n'a pas marché. Le monde n'a pas marché. C'est fini. Et je l'espère. Et ce basculement du monde dans l'horreur, dans la misère, jamais on n'est autant mort de faim. Hein? Il faut le rejoindre. On n'est pas contemporain de notre monde. Si vous voulez, il faudrait une catastrophe qui égalise tout ça. L'hégémonie de l'Occident, c'est terminé. C'est maintenant, le relais va être pris par des idéologies terrifiantes. Je parle aussi bien de l'idéologie chinoise ou fasciste soviétique que de l'idéologie japonaise, par exemple, qui est celle d'un nationalisme porté au nu. N'est-ce pas, le shintoïsme est une réalité absolue. Bon, et la seule façon de rejoindre le monde, de rejoindre la misère, de sortir de cette honte dans laquelle nous sommes, c'est de la rejoindre. Mais pas de façon messianique, mécanique, on peut dire les deux choses. Non? Mais si elle dit... De façon cosmique, que ça change, que la perdition soit partout. Si elle dit que le monde aille à sa perte, une solution, c'est une manière de résignation exaspérée, c'est une manière de dire après moi le déluge. La perte n'est pas la mort. C'est un brassement de population. C'est un même magma. C'est retourner à l'origine des choses. Vous croyez que la perte du monde, c'est son malheur, c'est sa mort? C'est ce que j'avais cru comprendre. Non. En 77. La perte du monde, alors le mot est de droite, si vous voulez. Se perdre, c'est perdre de l'argent. C'est perdre son capital, son travail. Non, la perte du monde, c'est que le monde se répande. C'est que l'égalité se répande. Le sort commun devienne vraiment commun. Qu'il n'y ait plus cette tentative d'économie sordide de l'oligarchie financière mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette occupation? De retenir ses biens, ce point, son argent. Vous savez, je crois bien qu'en 77, on n'interprétait pas exactement comme ça ce que vous aviez dit. Enfin, cette phrase de la fin du camion. Sur Marx. Non, mais je trouve que c'est très important que vous ayez précisé le sens que vous donnez aujourd'hui à cette phrase
très importante, que le monde aille à sa perte, qui voulait Le monde évoluer. peut maintenant aller à sa perte. Parce que 90% de l'humanité est prévenue des dangers qu'elle encourt. C'est ça le progrès, c'est tout. Ça sera un peu moins. L'injustice reviendrait. Mais elle serait peut-être moindre. Le progrès est moindre dans un mal qui devient plus rare, moins dur. Je veux dire Mais que- la malfaisance de l'homme est incurable. Elle est là et j'y crois totalement. Et elle aussi, elle y croit. Et vous aussi. C'est-à-dire que le Pas contexte, possible. en 1977, portait les lecteurs et les spectateurs du camion à interpréter de façon totalement pessimiste, voire nihiliste, ce propos de la femme du camion. Et ce Oui. que vous venez de dire prouve que c'est au fond tout à fait différent. Vous interprétez la perte de façon tout à fait différente. Ce que je viens de vous dire, je l'ai quand même dit. Vous aviez parlé de gai désespoir. De rejoindre, je me souviens de ce mot, de rejoindre la perte du monde. Vous aviez parlé de gai désespoir et on C'était avait, avant. Mais j'en parle toujours. on avait insisté sur désespoir et pas sur l'autre mot. Oui, dans une sorte dans une interview du Monde, Oui, j'avais parlé de ça. voilà. Oui. Mais quand même, sur le cinéma, je définis quelque chose, là, qui va dans ce sens. Que le monde aille à sa perte. C'est la seule politique, je ne l'ai pas dit. C'est la seule politique. Et que le cinéma aille à sa perte. Oui. Ce n'est plus la peine de nous faire le cinéma de l'espoir socialiste. Je l'ai écrit. De l'espoir capitaliste. Plus la peine de nous faire celui d'une justice à venir, sociale, fiscale ou autre. Celui du travail, du mérite, celui des femmes, des jeunes, des Portugais, des Maliens, des intellectuels, des Sénégalais. Plus la peine de nous faire le cinéma de la peur, de la révolution, de la dictature du prolétariat, de la liberté, de vos épouvantails, de l'amour. Plus la peine. Plus la peine de nous faire le cinéma du cinéma. On croit plus rien. On croit. Joie, 2 points. On croit, 2 points, plus rien. Elle est au milieu du monde, là, dans ce périmètre de l'immigration. Et je crois qu'elle a raison. Je crois que le monde est là, à notre droite, ici, dans cette perspective. Vous voulez dire le C'est monde là qu'il est le plus... le monde d'aujourd'hui et de demain? Notre monde. Ce grand magasin, il fournit tout aux vivants d'ici. Ils vendent même des cercueils aux Portugais. Des salles à manger, des salons, des cercueils, de la nourriture, des habits, des fleurs artificielles. Pas de livres, Pas de livre? non. Et vous pensez que c'est le lieu où il fallait que la femme soit? C'est le lieu où il faut être pour voir? Oui, où elle voit son monde. C'est pas chez Yves Saint-Laurent que vous allez le voir. C'est là qu'ils remplissent leurs autos
avant de porter les choses au Portugal. Vous connaissez une firme qui s'appelle Darty? Ils vendent des salles à manger, hein, payables à tempérament, 1,5 million. C'est du bois avec des décorations en plastique. Il y a des scènes de l'histoire française, des fruits et légumes, du gibier. Vous voyez? C'est vendu 1,5 million. Avec ça, j'ai des amis qui ont assisté à la vente de ça. Alors ils donnent un tapis. Ils disent, voyez, comme vous gagnez en plus un tapis. Et on leur donne un tapis en acrylique. Ils partent enchantés. C'est le monde. Elle dit quoi encore? Elle dit, tout est dans tout, partout, tout le temps, en même temps. La question que je voulais vous poser, il me semble que dans le camion, il y a quelque chose qui est essentiel à toute votre œuvre. C'est un mot que dit la femme du camion. Elle dit « tout est dans tout ». Et cette chose essentielle, c'est cette espèce de, est-ce qu'il faut dire capacité ou don, métaphorique chez vous, ou visionnaire, cette façon de voir la totalité dans une partie du monde, de voir par exemple le destin de la Terre entière dans les collinettes de la Beauce, de voir, et c'est vrai du camion, c'est vrai de la Dame du camion, et c'est vrai des courts-métrages qui ont suivi, cette façon toujours de voir autre chose dans la réalité. De voir l'Amérique, l'Amérique du Sud, New York, la France, le milliard, dans le champ. C'est ça. Oui. Oui. Je le vois. Établir des Je équivalences. n'invente pas, je le vois. Ce ne sont pas des équivalences. Il est là. Il est là, le milliard. C'est pas parce que les grands profiteurs d'Auchan ne sont pas présents qu'on ne le voit pas. Il est là, manifestement. Pas tant. C'est pas un don, ça. C'est regarder. Regarder. Voir. Oui. Elle dit, regardez, la fin du monde, tout le temps, à chaque seconde, partout. Ça s'étend. Elle dit, c'est mieux, oui. C'était tellement difficile, tellement dur, tellement. C'est mieux comme ça. Ça vaut mieux. Ce n'était pas la peine, je crois, moi.
Où irait-elle? C'est-à-dire, il lui demanderait, peut-être. Elle donnerait le nom d'une direction. Vers la mer, il semblerait. Il répondrait que c'est la sienne? Il répondrait à peine. Elle ne l'intéresse pas. Je crois que ce que j'ai voulu faire dans le camion, en employant ce temps du futur antérieur, ça aurait été, ce temps ludique. Dire en volant le spectateur d'une certaine représentation, en remplaçant celle-ci par un texte donc pratiquement même, j'allais dire, impersonnel. J'ai dépeuplé le film de quelque chose. Et je le fais avec India Song, avec les voix des comédiens. Je leur enlève la voix, je la mets sur une machine et je leur fais entendre la voix. Et quand ils écoutent la voix, ils oublient de jouer. Et le film se dépeuple un peu. Et tous mes films sont traversés comme ça par une zone où il ne se passe rien. Que fait le camion? Vous le voyez? Oui. Je le vois. Infatigable. C'est ça. Il avancerait, il avance. Oui. Tout le temps. Il traverserait des terres. La terre. Quand Depardieu lit, il y a une perte de l'acteur. Il s'embrouille, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, Depardieu, c'est un analphabète. Tout le monde le sait. Alors il se donne un mal de chien, il ne suit pas les lignes, il confond, et pendant ce temps-là, il ne joue pas. Alors quand j'improvise, je ne le dis pas. Et c'est les moments que je préfère, parce qu'il est perdu. À un moment donné, il est complètement perdu, parce que j'arrête tout et je me tais. Alors il se dit, il faut que je la relance parce que peut-être que j'ai oublié ce qu'elle m'a dit, peut-être qu'il faut que je lui dise quelque chose. Alors il demande est-ce que vous voulez fumer une cigarette? Et je lui dis non. Et il est, voilà, tout ce qui dérange le comédien dans ses habitudes est bon. Le camion. Il roule toujours. Il avance. Toujours. Vous voulez une cigarette? Non. Le seul acte que j'ai fait en tant qu'acteur, c'est de la convaincre qu'il fallait qu'elle le fasse elle. Et moi, je n'étais là que comme une espèce d'énorme oreille à côté, puis en essayant de la détendre comme on pouvait. Mais ça s'est passé très vite. Hein. Ça a été un matin, je suis arrivé, j'ai lu donc le camion avec les feuilles, puis elle m'a dit voilà, je pense ça. Je dis oui, c'est bien, puis plus. Et l'affaire, si c'était un film, c'était gagné, parce que c'est ce qu'il fallait, exactement, c'est ce qu'il fallait dire. Parce que pour faire un film, on a qu'à se dire, si c'était un film, on ferait ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent de faire. Alors, elle a fait ça, et dans le camion, les feuilles m'ont suffi, c'était bien de lui répondre, c'était bien de la regarder, c'était bien de pouvoir s'aimer comme on s'est aimé dans le camion. Moi, là je parle en égoïste, et j'étais très heureux d'aimer Marguerite comme je l'aimais dans le camion. Parce que c'était une Marguerite un peu plus démunie, et en même temps, avec une force presque humaine, parce que sa force est des fois surhumaine. Alors, c'est difficile. Et c'est vrai. Et donc pour l'acteur qui va remettre, qui va accepter, je veux dire, c'est une histoire d'amour, c'est une fascination. À partir du moment où on est fasciné, moi c'est ce que je demande, c'est ce qu'on me fascine.
À partir du moment où on me fascine, je dis on est prêt. Il n'y a plus d'acteurs, il n'y a même plus de Depardieu, on s'en fout. Il y a une histoire avec des gens avec lesquels on jouit et à fond. Il y a un plaisir immense, on ne peut pas. Je ne sais pas, on n'a rien à faire hein, pour un acteur, c'est ce que je me tuais à dire à Marguerite, il n'y a rien à faire. C'est un battement de cœur, c'est une conviction, c'est une vérité. Alors il n'y a qu'à être. Au fond, cette humilité, au fond, c'est mieux que d'être acteur. Mais c'est être acteur aussi. Avec soi. Limite. C'est la part de l'acteur en lui qui ne peut pas, en deçà de quoi il ne peut pas aller. C'est dans cet état-là que vous étiez, vous, quand vous étiez, en somme, actrice aussi. Oui, mais j'étais aussi à cause de lui. Je n'aurais pas pu jouer sans lui. Enfin, dire le texte. Je ne sais pas si je joue, sans doute. Non, mais en même temps, vous êtes l'auteur, donc vous ne jouez pas exactement. Vous voulez dire que vous n'auriez pas fait le film sans lui? Non. Alors que vous aviez envisagé, semble-t-il, d'utiliser... Comme si vous n'étiez pas là, je ne parlerais pas. J'avais envisagé, quoi, d'utiliser... D'utiliser une actrice? Ben oui, c'était Simone Signoret que je voulais. Ah bah, Puis après, il y a eu Suzanne Flon. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais le faire. Le moment que vous préférez, c'est celui du tournage ou celui du montage? J'ai peur au tournage. J'ai peur de ne pas arriver à faire une chose cohérente. Ça dépend des films. J'avais peur dans certains films. Le montage, c'est merveilleux. Mais c'est un autre temps. Hein. Parce que c'est comme si le film était définitivement coupé de ses moyens de devenir, qui était arrêté, sans descendance, sans aucune possibilité d'en faire un peu plus que ça, que le matériel qu'on a. Et il faut se débrouiller avec ça et rejoindre l'idée qu'on a eue au départ. Pour moi, le montage, c'est complètement passionnant. Est-ce qu'il y en a qui ont été plus passionnants que d'autres? Je pense que le camion était dans ma vie, c'est un événement. Parce que j'allais un petit peu à l'aveuglette quand même. On a fait d'abord un premier montage dont on n'était pas contente. Avec toute l'école qu'on a derrière nous, on s'est dit qu'il faut grouper les plans par sujet traité. Elle parle de la terre, elle parle de Karl Marx, elle parle Oui. des camps, etc. On l'a mis en pièces, le film. Et puis elle m'a rappelé ça, ben, oui. Oui, je me souviens, on avait pris toute la pellicule et au lieu comme ça de la laisser reposer, enfin de comprendre un peu ce qu'elle dégageait, on avait pris ça à bras-le-corps, on avait coupé dedans et on avait fait une espèce de puzzle, de montage, quoi. Là, c'était vraiment un montage du texte, des images. Je me souviens, on était très très fiers de nous, on avait plein d'idées géniales et puis on est allé en projection. Et c'était catastrophique, ça tenait plus du tout. On avait perdu le film. Alors tout de suite, on est retourné à la salle de montage et puis on a tout mis à plat. Puis là, on a laissé comme ça les choses un petit peu comme ça respirer. Et puis en fait, notre travail a consisté à faire respirer le texte et l'image. Et tu te souviens que dès que dans un plan il n'y avait pas de ciel, on ne pouvait pas s'en servir. Oui. On essayait à tout prix de mettre certains plans qui nous plaisaient beaucoup. Et tous les extérieurs qui n'avaient pas de ciel étaient absolument immontables. Je sais pas, les films de Marguerite, ça se monte pas... enfin, c'est toujours un tout à faire. Il faut trouver la respiration globale de la chose.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un moment bien, un moment pas bien. Il faut tout d'un coup que toutes les pièces s'assemblent pour devenir quelque chose c'est de parfait, quoi. Et... Hein, Marguerite? Ben, oui, je vois. Oui. Je vois. Enfin, moi, là, Comme si la cohérence était, une certaine cohérence terrible, était posée dès le départ, quand j'ai l'idée. Que les monteuses, avec l'habitude qu'elles ont quand on travaille ensemble, le sentaient ça. Et que jusqu'à ce qu'on réatteigne l'exigence du départ, oui. il n'y a pas de film. Voilà. Parce que forcément, le tournage, c'est un émiettement du sujet. C'est la mise en morceaux du film, le tournage. Beaucoup plus que le montage. Alors, tu as deux sacs, tu as le sac du camion sur les routes et puis le sac Les plans du film. de la chambre noire. Puis il faut te débrouiller avec ça. Alors, si vous voulez, ça aurait été une route. Personne ne serait passé. Rien n'y passerait plus. Ça finira comment, d'après vous? Rien ne peut plus y passer maintenant. C'est la fin. Vous voulez pas jouer au camion? Si vous voulez. Ah non, non, on ne coupe jamais ce morceau-là. Ça aurait été quoi alors, Dominique? Il faudrait que je le sache. Une route? Aidez-moi. Ah, vous voulez pas que je récite? Non, il faut que j'improvise. Ça aurait été une route? Oui? Oui? Il y a une femme âgée qui passe avec une valise à la main. Oui? Alors vous disiez que c'était un camion. Justement. Elle aurait arrêté les camions. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui? Vous voyez? Je vois. Non, je vous demande. Si en demandant, est-ce qu'on peut faire le film, non? C'est en affirmant. Alors je vous dis que ça aurait été une route. Une vieille femme serait là. Ça serait le matin? Oui, un peu avant midi. Alors ça ne serait pas bleu? Si, c'est bleu encore. C'est le cœur de l'hiver. C'est les dates de tournage, c'est janvier. Cette lumière de crépuscule. C'est la lumière de janvier dans les Yvelines. C'est la lumière quotidienne. La route est totalement déserte. La route est droite, elle passe entre des bois. Et à travers les bois, on voit la mer. On voit toujours la mer de partout. Elle est là aussi. Et ces HLM, on ne les voit pas? Non. C'est une fois montée dans le camion qu'elle verra les HLM. Elle voyage et elle voit des choses. Mais il y a des zones encore inoccupées, des zones vides. C'est ça, des zones sans habitat. Et elle vient de ces zones-là. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas. Je la vois surgissant dans l'air du camion, dans l'air du film. Mais je ne la vois pas sortir d'une demeure, ou d'un fourré, ou d'un asile. Et elle disparaît du film avec le film. Je l'aime énormément.
Voilà. Et on ne la revoit pas à Paris? Le mot dur, il y a un mot très dur qui me donne toujours envie de pleurer. C'est lorsque je dis que du fait du camionneur, l'histoire est arrêtée. Elle descend. Je pense que le camionneur a dû ressentir ça. Aurait dû le ressentir. Vous voyez? Oui, je vois. On ne la retrouve pas à Paris, dans les mains négatives, sur un trottoir au petit matin? Elle est partout. Partout, il y a répandu sur l'humanité ou sur la terre une certaine obscurité, une certaine lumière. Elle chante dans l'hiver. Elle ne chante jamais le printemps, ni l'été. Elle est déjà dans l'hiver de la vie, comme on dit, et elle ne connaît que ça. Elle incarne pour moi ce que j'appellerais la splendeur de l'âge. La vieillesse est un âge sublime. Ce n'est pas la proximité de la mort qui le rend tel, c'est la liberté qui vous vient, à savoir qu'elle n'est pas loin. Et à savoir simplement que la prudence dont on fait preuve durant sa vie, quant à ce qu'on pense, quant à dire ou ne pas dire ce qu'on pense, ne sert définitivement à rien. Que la violence est beaucoup mieux admise qu'on ne le croit. La vérité aussi. Et qu'elle a un charme que n'a pas le mensonge. Je parle d'une vérité personnelle. Je parle de la vérité de cette femme qui consiste à inventer. Cette femme mentirait si elle commençait à raconter qu'elle habite à tel endroit et tout ça, parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'elle vit. Ce n'est pas l'essentiel. Non, l'essentiel c'est elle, et elle a trouvé ça. Ouais. Je pense à des gens âgés que je connais. Des gens très âgés même, comme Madeleine Renaud, qui vit une sorte de grâce infinie comme ça, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus attrayante qu'avant. Et Dieu sait si elle l'est, et si elle l'était. Voilà, la femme du camion, c'est quelqu'un comme ça. Encore qu'elle soit loin de cet âge-là, parce qu'elle circule sur les routes à pied avec des valises. C'est une marcheuse, la dame du camion. La femme, pardon. Eh bien, je crois que nous avons terminé avec ce véhicule. Vous avez noté que ça se termine par l'été? Oui. Ça commence en hiver, mais ça finit par l'été. Ça finit avec des projecteurs sur l'arbre sans feuilles. J'ai repris le commencement de l'après-midi de M. Andesmas dans le début. C'est un chien qui marche dans une pinède. Et les craquements qu'on entend, c'est le sol qui craque sous les pattes du chien. Le sol très sec. Je n'arrive pas à finir, je ne sais pas quoi vous dire. Alors je vais dire que c'est fini. Voilà.